Incroyablement, 600 ans avant Stonehenge, des chasseurs-cueilleurs du sud-est de la Turquie ont sculpté des piliers de 20 tonnes uniquement dans du silex et les ont transportés sur un demi-kilomètre sans roues, sans animaux ni agriculture pour nourrir des centaines d'ouvriers. De nouvelles analyses chimiques effectuées sur des colosses de pierre inachevés révèlent une méthode de construction à Gobekli que les scientifiques modernes ne parviennent toujours pas à reproduire. Comment des gens qui, a priori, ne possédaient rien, ont-ils pu construire l'impossible? Et quelles techniques secrètes les experts d'aujourd'hui s'efforcent-ils d'expliquer? C'est là que commence le plus grand mystère de Gobekli. À Gobekli, la qualité du travail artisanal est manifeste, bien avant même que la moindre pierre ne soit déplacée. Les archéologues ont mesuré les piliers centraux à 5 mètres de hauteur, pesant jusqu'à 20 tonnes chacun, entièrement taillés dans la crête calcaire située sous le site. Aucun ciseau en métal ni outil sophistiqué n'y a jamais été découvert. En revanche, des milliers de lames, de grattoirs et de pics en silex jonchent le sol. Chacune de ces pierres a été façonnée puis jetée par des mains qui les travaillaient selon leur propre méthode. Grâce à la patience et à la répétition, le calcaire est devenu dur, cristallin et parcouru de fissures naturelles. Les ouvriers ont creusé de profonds canaux autour de chaque pilier, utilisant uniquement du silex taillé, exploitant ses faiblesses pour dégager la pierre. Ce procédé a laissé des marques de piqûres caractéristiques, rugueuses, irrégulières et indéniablement humaines. Aucune trace de cuivre ou d'autres métaux n'a été détectée et aucune étude microscopique des marques d'outils n'a encore été réalisée. Pourtant, le résultat est stupéfiant. Sur les piliers verticaux, des reliefs animaliers, renards, scorpions, vautours, s'élèvent à près de 2 cm de la surface, sculptés avec une précision qui défie la simplicité des outils. Certains reliefs épousent les courbes de la pierre, leurs lignes nettes et délibérées, sans la moindre hésitation ni erreur. Sim Yen, expert reconnu en travail de la pierre, décrit le processus comme une véritable chorégraphie. Des équipes d'ouvriers se relayant, chacun piquant, grattant et polissant la pierre à tour de rôle. Pendant des semaines ou des mois, le pilier prenait forme progressivement. Ses côtés étaient équarris, sa traverse supérieure formée et sa surface préparée pour la sculpture détaillée. Les reliefs les plus complexes exigeaient non seulement une force brute, mais aussi une main experte. Un outil capable de contrôler la pression d'une lame de silex pour créer des ombres et de la profondeur dans la roche. Dans la carrière voisine, l'histoire prend une autre tournure. On y trouve un monolithe inachevé, toujours enraciné dans la roche-mère après plus de 11 ans. Mesurant près de 3 mètres sur 3 à sa base, ce bloc est plus grand que n'importe quel pilier découvert jusqu'à présent sur le site. Sa masse est estimée à près de 50 tonnes. Des tranchées s'étendent sur 2 côtés de la carrière, mais la pierre n'a jamais été entièrement extraite. Nul ne sait pourquoi les travaux ont cessé. Découverte d'un défaut, catastrophe ou simple départ des ouvriers. L'abandon de ce géant figé en pleine extraction témoigne des limites de l'ambition néolithique et des défis imprévisibles auxquels ces bâtisseurs étaient confrontés. La présence de piliers achevés et du colosse abandonné révèle une maîtrise de la pierre antérieure de plusieurs siècles à l'agriculture. Chaque marque dans la carrière, chaque relief sculpté, est un témoignage d'ingéniosité. La preuve que, même sans roues ni métal, ces premiers bâtisseurs maîtrisaient leurs matériaux, leurs outils et la patience nécessaire pour façonner l'impossible. Le véritable casse-tête de Gobekli commence une fois les piliers extraits de la carrière. Chaque monolithe en forme de T, pesant jusqu'à 20 tonnes, a dû être transporté sur plus de 500 mètres de terrain accidenté sans l'aide de roues, d'animaux de trait, ni d'aucun autre véhicule. Le plateau calcaire descend abruptement par endroits, jonché de pierres instables et de fissures invisibles. En saison sèche, le sol durcit et devient irrégulier. Après les pluies hivernales, il devient glissant et dangereux. Le trajet entre la carrière et les enclos est loin d'être simple. L'archéologue Amir Çelik a consacré des années à modéliser comment une société de chasseurs-cueilleurs aurait pu réaliser cet exploit. Son équipe a cartographié la salle de 500 mètres en tenant compte de chaque pente, affleurement rocheux et variations saisonnières. Leur simulation montre que le frottement à lui seul aurait rendu le déplacement d'une pierre de 20 tonnes sur la roche nue quasiment impossible.
Même avec un traîneau en bois, la force brute nécessaire aurait rompu les cordes et fendu le bois. La solution, suggère Selig, pourrait provenir du terrain lui-même. L'eau de pluie s'accumulait dans de légères dépressions, transformant de la poussière en boue et réduisant le frottement juste assez pour permettre le déplacement. Lors d'expériences, des équipes ont versé de l'eau devant le traîneau, réduisant ainsi la résistance de près de moitié. Certains tests ont remplacé l'eau par de la graisse animale ou des huiles végétales, obtenant un passage encore plus fluide. Mais même dans des conditions idéales, les chiffres sont stupéfiants. Pour hisser un simple pilier en haut de la colline, il faut la force d'au moins 40 personnes rien que pour le mettre en mouvement. Le maintenir en place sur une pente ou dans un virage requiert le double, soit 80 personnes, chacune tirant sur les cordes. Les essais menés par Selig sur le terrain ont révélé que pour les plus grandes pierres, il fallait au minimum 5 ouvriers pour assurer une progression régulière et jusqu'à 500 pour des raisons de sécurité et de coordination dans les passages les plus dangereux. La logistique devient encore plus complexe compte tenu de l'envergure du site. Plus de 200 piliers, chacun nécessitant une salle dédiée. Aucun signe d'animaux domestiques ni de chariots à roues n'a été relevé dans les vestiges archéologiques de cette période. Tout porte à croire qu'il s'agissait de la force humaine à l'état pur, de cordes tressées à partir de plantes sauvages et de traîneaux taillés dans des arbres locaux. La main-d'œuvre nécessaire à la construction d'un seul pilier rivalise avec celle d'un chantier de construction moderne. Pourtant, ces gens n'avaient ni ferme, ni réserve de céréales, ni village permanent. Nourrir et organiser des centaines de travailleurs aurait constitué un défi monumental pour toute communauté néolithique. Selig soutient que de tels efforts n'auraient pu être maintenus que lors de courts rassemblements saisonniers, peut-être liés à des festins ou à des rituels plutôt qu'à une main-d'œuvre permanente. Ce paradoxe du travail est au cœur du mystère de Göbekli. Comment une société sans agriculture a-t-elle pu rassembler la population, les ressources alimentaires et la volonté nécessaire pour construire à une telle échelle? La réponse réside peut-être non seulement dans la force brute, mais aussi dans la planification et la coordination qui ont suivi. 12 cercles, chacun délimité avec une précision qui semble hors de portée des mains de l'âge de pierre, structurent le cœur de Göbekli Tepe. Au premier abord, le site paraît chaotique. Des piliers s'élèvent à intervalles irréguliers, des enclos se chevauchent dans la poussière. Mais lorsque les géomètres ont cartographié les centres des enclos B, C et D, un ordre caché s'est révélé. Les lignes reliant ces 3 centres forment un triangle équilatéral presque parfait. Chaque côté mesure environ 19 mètres. L'axe principal du triangle, perpendiculaire à sa base et tracé entre B et C, traverse précisément le milieu de l'enceinte D. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la marque d'une planification délibérée, d'un principe géométrique mis en œuvre à une échelle qui mettrait à l'épreuve même les constructeurs modernes dépourvus d'outils sophistiqués. La professeure Barbara Horses, historienne de l'architecture, souligne la rigueur mathématique qui sous-tend ces plans. Les bâtisseurs ne se sont pas contentés de disposer des pierres en un cercle approximatif. Ils travaillaient à partir d'un plan mental précis, traduisant des maquettes ou des schémas de cordes en structure de plus de 20 mètres de large. Les piliers centraux de chaque enceinte se situent exactement au cœur géométrique, alignés avec l'axe de l'enceinte à une fraction de degré près. Même les murs de l'enceinte, bien que marqués par le temps, elles suivent des arcs si réguliers que les scans laser modernes se superposent parfaitement au sommet des pierres anciennes. La marge d'erreur est souvent inférieure à un demi-degré, un niveau de précision qui exige des mesures rigoureuses et non des conjectures. Les archéologues débattent encore des outils qui ont permis d'atteindre une telle précision. On n'a trouvé aucune trace de plans écrits, de compas métalliques ou de règles de mesure. L'hypothèse la plus probable est celle de cordes, de piquets et d'un œil exercé. En fixant une corde à un piquet central et en parcourant le périmètre, les ouvriers pouvaient tracer des cercles parfaits dans le sol, puis marquer l'emplacement des piliers à intervalles réguliers. La géométrie qui en résulte est non seulement esthétiquement saisissante, mais aussi structurellement solide, répartissant uniformément le poids des pierres massives autour de chaque enceinte.
Certains chercheurs sont allés plus loin, suggérant que la disposition des cercles et de leurs axes principaux pourrait avoir été liée à des points de l'horizon, voire aux étoiles. Une étude a cartographié l'axe de l'enceinte D et a constaté qu'il ne s'écarte du nord géographique que de 0 degré, soit le même décalage que celui qu'aurait présenté l'étoile brillante Dembe dans le ciel vers 960 avant notre ère. Si l'existence d'un alignement stellaire intentionnel reste sujette à débat, la précision de son agencement est, quant à elle, incontestable. Chaque cercle, chaque triangle, chaque axe témoigne d'une compréhension architecturale qui semble en contradiction avec un monde antérieur à l'agriculture et à l'écriture. La géométrie du site dépasse le simple choix esthétique. Elle constitue la logique sous-jacente de Göbekli, une structure qui organise les piliers, les sculptures et les espaces qui les séparent. Cette perfection mesurée n'est pas le fruit de l'improvisation, mais d'une vision partagée, transmise de génération en génération. La question n'est pas seulement de savoir comment ces cercles ont été construits, mais aussi pourquoi une telle précision était si importante pour ceux qui les ont érigés. Les piliers de Göbekli sont ornés de figures animales, chacune sculptée avec une clarté qui suscite plus de questions que de réponses. Des renards s'étirent le long des faces occidentales, leur corps en mouvement comme s'ils poursuivaient le soleil levant. Les lions apparaissent presque exclusivement à l'est, gueules ouvertes, muscles tendus, toujours tournés vers la direction où le soleil culmine au solstice d'été. Des scorpions se regroupent vers le sud, la queue enroulée et les pinces ouvertes, évoquant l'arche de la constellation du Scorpion qui se lève à l'horizon lors des chaudes nuits néolithiques. Il ne s'agit pas d'un décor fortuit. Les archéologues ont répertorié ces reliefs et cartographié leur emplacement dans plus d'une douzaine d'enceintes. Des tendances se dégagent. Les renards sont presque toujours orientés vers l'ouest, les lions vers l'est et les scorpions vers le sud. Des vautours, des serpents et des sangliers peuplent les espaces, leur disposition obéissant à une logique qui se répète d'un cercle à l'autre. Le regroupement de ces animaux dans des zones spécifiques suggère un système, voire un code, qui dépasse la simple narration ou la mise en scène thémique. Le Dr. C. Yelson, dont les recherches portent sur l'iconographie néolithique, qualifie cet agencement de zonage intentionnel. Il cite l'exemple de l'enclos D, où les piliers centraux sont flanqués de renards à l'ouest et de lions à l'est, tandis qu'un scorpion veille sur l'arche sud. Selon Yahen, il ne s'agit pas d'une simple symétrie artistique, mais d'une séquence délibérée. D'après lui, les bâtisseurs utilisaient des motifs animaliers comme repères, codant les directions, les saisons, voire des événements célestes. Il note que le renard, par exemple, est un symbole de l'aube et de la ruse dans le folklore anatolien, tandis que la position du lion à l'est pourrait évoquer la force du soleil levant. La position méridionale du Scorpion correspond à la trajectoire du Scorpion, une constellation proéminente à la fin du printemps et au début de l'été. Des parallèles ethnographiques renforcent l'hypothèse d'une signification symbolique. Dans tout le croissant fertile, les anciennes civilisations marquaient le temps et les rituels à l'aide d'images animales. Plus tard, les zodiaques mésopotamiens et les mythes anatoliens font écho à ces associations, bien qu'aucun document écrit des bâtisseurs de Göbekli ne subsiste. Certains chercheurs suggèrent que les reliefs forment une sorte de calendrier visuel, chaque animal symbolisant un moment clé de l'année solaire ou un point significatif à l'horizon. D'autres avancent que les gravures reflètent des récits mythiques transmis oralement et gravés dans la pierre lors de rassemblements et de cérémonies. Les preuves sont convaincantes, mais le code reste indéchiffrable. Aucune inscription ni clé directe n'a été découverte. Pourtant, la répétition des motifs, l'orientation de chaque animal et leur disposition rigoureuse dans plusieurs enclos suggèrent un système sous-jacent qui aurait pu guider des rituels, marquer le passage du temps ou cartographier les cieux. Le mystère s'épaissit lorsqu'on considère l'enfouissement délibéré du site vers 8000 avant notre ère. Si ces gravures recelaient des connaissances, qu'elles soient astronomiques ou sociales, alors le fait de les avoir cachées sous des tonnes de décombres a peut-être été aussi significatif que les gravures elles-mêmes. Ainsi, les reliefs animaliers de Göbekli ne se contentent pas d'orner la pierre.
Ils suggèrent une vision du monde où l'art, le temps et le cosmos sont intimement liés, attendant que leur signification se révèle. À Gobekli, l'acte final n'était pas la construction, mais la dissimulation. En travaillant couche par couche, les archéologues ont mis au jour une histoire inscrite dans les sédiments. 2 mètres de gravats calcaires compactés, des ossements et des outils brisés se sont accumulés de toutes parts. Ce remplissage n'est pas le fruit du temps et du vent. L'analyse des microsédiments révèle un mélange rapide de pierre et de terre, compacté sous pression qui a scellé les enclos presque du jour au lendemain. Sous cette épaisse couche de remblai, les piliers et les sculptures demeurent intacts, préservés de la pluie et du soleil. Leur surface, nette et fraîche, semble avoir été scellée à jamais par les bâtisseurs. La datation au carbone 14 des charbons de bois emprisonnés dans les remblais les plus profonds situe leur existence autour de 7950 avant notre ère. Les feux qui brûlaient ici, les derniers à vaciller parmi les pierres, s'éteignirent juste avant l'arrivée des décombres. Pendant près de 3000 ans, personne ne construisit ni ne campa sur cette colline. Le registre archéologique reste muet, un vide béant. Aucune poterie, aucune sépulture, aucun signe de retour. La queue s'est allongée uniquement par le lentassement de son propre poids, et non par l'intervention de personnes postérieures. La professeure Barbara Horace, analysant la stratigraphie, décrit l'enfouissement comme délibéré et systématique. Elle remarque l'absence d'altération sur les piliers exposés, même après des millénaires passés sous terre. Le remblai est trop propre, trop uniforme pour être le fruit du hasard. Aucun autre site de cette époque ne présente de similitude. Pas d'enfouissement massif de monuments, pas de dissimulation rituelle de connaissances à cette échelle. 15 ans plus tôt, le monde avait émergé de la période la plus jeune et la plus aride, une ère de froid et de chaos. À présent, avec le réchauffement climatique et la diffusion de nouvelles cultures, Gbé a été discrètement effacé de la mémoire collective. La raison de cette grande dissimulation reste aussi énigmatique que les pierres elles-mêmes. En 2024, une nouvelle vague de recherche scientifique a déferlé sur le site de Göbekli Tepe. La docteure Lena Yilm, chimiste des matériaux, a dirigé une équipe utilisant la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif pour analyser les résidus présents dans les marques d'outils des piliers centraux. Les résultats furent inattendus. Des traces de manganèse, nettement supérieures au niveau de fond, tapissaient les rainures. Le manganèse est naturellement présent dans le calcaire, mais sa concentration et sa répartition suggéraient une intervention plus délibérée. Peut-être une sélection de pierres particulières ou un procédé inconnu de préparation des surfaces. Aucune trace de cuivre, de résine ou de composés exotiques n'a été trouvée, mais cette anomalie a épaissi le mystère. Parallèlement, des géoradars utilisés par l'équipe du Dr Amir Telk ont cartographié les couches non fouillées de la colline. Les analyses ont révélé un labyrinthe sous les enclos visibles composé d'au moins 17 structures circulaires et rectangulaires, chacune reprenant la géométrie de celles en surface. Seuls 5% du site ont été explorés à ce jour. Les images radar laissent entrevoir une ampleur et une complexité encore dissimulées sous des siècles de terre, suggérant que les enclos connus ne sont peut-être que la partie émergée d'un réseau bien plus vaste. Des généticiens se sont joints à l'effort, extrayant des fragments d'ADN anciens de rares restes humains trouvés dans les remblais. Le séquençage a révélé un mélange des haplogroupes H2 et G1, généralement répandus en Anatolie et au Levant. Cette diversité suggère un lieu de rassemblement et non un village, une destination pour des populations venues de régions éloignées, réunies avant l'émergence des villes et des États. Afin de tester les limites des techniques de construction anciennes, des archéologues expérimentaux ont passé 4 mois à reproduire l'extraction et le transport de piliers en utilisant uniquement des outils d'époque. Leurs efforts ont été freinés. Les pics en silex s'usaient rapidement et les traîneaux en bois se brisaient sous le poids. Malgré l'aide d'équipes de bénévoles, le rythme des travaux était bien en deçà des délais prévus. L'expérience s'acheva avec le pilier encore à moitié enfoui, la méthode incomplète. Malgré la planification et les ressources modernes, le secret de la construction de Göbekli demeure inaccessible, un mystère renforcé par chaque nouvelle découverte. Les secrets de Göbekli ne sont pas seulement enfouis dans la pierre, elles sont enfouies dans ce que nous croyons savoir des origines humaines. À mesure que la science moderne révèle chaque année de nouvelles anomalies,
La frontière entre mythe et histoire s'estompe. Que se cache encore sous nos certitudes, prêts à réécrire l'histoire de la civilisation? Parfois, les questions les plus anciennes sont celles auxquelles nous sommes le moins préparés à répondre. Quelle est votre théorie? Discutons-en dans les commentaires.